Bonjour, chers fidèles téléspectateurs de la Kasumai TV. Nous sommes là au séminaire de Brin pour parler avec notre invité du jour, l'abbé Jean-Baptiste Walter Manga, de l'extrait qu'il avait diffusé ces temps-ci. Et cet extrait-là avait comme titre La boîte de Pandore. Donc je vais laisser le soin à l'abbé Jean-Baptiste Manga, le temps de se présenter. Alors, je suis l'abbé Jean-Baptiste Walter Manga, prêtre du diocèse de Ziguinchor, prêtre depuis maintenant 22 ans. Alors, je suis formateur ici au Grand Séminaire, je suis prof d'anthropologie ici au Grand Séminaire et prof d'anthropologie à l'université à Sansec, donc au département de sociologie et d'histoire. Merci beaucoup l'abbé Jean-Baptiste Manga de nous avoir accueillis chez vous. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un extrait, je peux dire, si je peux le dire ainsi, que vous aviez publié la fois passée concernant la boîte de Pandore. Alors, chers téléspectateurs, vu les événements, les circonstances que notre pays était confronté la fois passée, l'abbé Jean-Baptiste Manga avait écrit un extrait et il avait nommé ça la boîte de Pandore. Donc, on va lui laisser le soin de nous expliquer pourquoi cet extrait, pourquoi la boîte de Pandore. Voilà, alors. La boîte de Pandore, je l'ai tiré d'un mythe dans la mythologie grecque qui explique qu'est-ce qui est à l'origine des malheurs chez les hommes. Alors, dans la mythologie grecque, il y a un dieu suprême qui s'appelle Zeus et d'autres divinités. Et à un moment, les dieux ont décidé qu'il y ait des humains, des hommes. Et mais dans la création des hommes, il leur manquait quelque chose. Ceux à qui le projet a été confié, c'est-à-dire Prométhée et Épiméthée, voilà, ont créé les animaux et puis l'homme. Et comme il manquait à l'homme plein de choses, Prométhée a décidé d'aller prendre le feu, qui était une propriété des dieux, pour le donner aux hommes afin de pouvoir cuire leur nourriture, etc. Voilà. Donc ce vol a mis en colère Zeus, qui est le chef suprême de l'Olympe, qui a décidé de punir Prométhée, mais aussi de punir les hommes. Alors pour punir les hommes, il va demander au dieu des forgerons, qui s'appelle Héphaïstos, de fabriquer une belle créature, donc de fabriquer une femme. Il va demander aux autres dieux, chaque dieu donne quelque chose, une qualité à cette femme. Donc une belle créature, une femme. Et Zeus décide en même temps de donner à cette créature qui s'appelle Pandore, ça veut dire le don de tous les dieux, décide de lui donner une jarre, une espèce de boîte, où Zeus a caché tous les malheurs du monde. Il a fermé. Et parmi les dons qui ont été faits à la femme, notre dieu, donc le messager des dieux, qui s'appelle Hermès, a donné à la femme comme don la curiosité. Et que Zeus, en donnant cette boîte à la femme, il savait que, comme elle était curieuse, elle serait d'une manière ou d'une autre portée à ouvrir la boîte pour savoir ce qui est. Et puis, donc, Zeus l'envoie comme cadeau à Épiméthée, le frère de Prométhée. Alors, Épiméthée veut dire celui qui réfléchit après coup. Prométhée, c'est celui qui prévoit les choses. Prométhée avait dit à son frère, il ne faut pas accepter un don de Zeus, un cadeau de Zeus. Mais Épiméthée ne va pas faire attention, il va accepter le cadeau, c'est après qu'il va se rendre compte de ce que son frère lui avait dit. Et quand il reçoit la femme comme cadeau, la nuit, la femme n'a pas résisté au désir d'aller ouvrir la boîte pour voir ce qu'il y a. Donc quand elle a ouvert, tous les malheurs du monde sont sortis de cette boîte-là. Donc la vieillesse, la maladie, tout ce que tu pouvais imaginer comme malheur, s'est répandu chez les hommes. Et au moment où elle est surprise et veut refermer, il n'y a que l'espoir
Il n'y a que l'espoir qui était resté, voilà, qui était resté à l'intérieur de la boîte. De cette boîte-là. Alors, pourquoi j'ai pensé à ce mythe? J'aurais pu prendre un autre mythe d'une autre civilisation, que ce soit amérindienne ou africaine, etc. J'ai pris, parce que j'aime bien les mythes, parce que j'enseigne un cours sur les mythologies au département d'histoire. Donc j'aime bien les mythes parce que dans les mythes, les sociétés mettent énormément de sagesse pour justifier d'où viennent, par exemple, dans ce cas de figure, ce que nous vivons, d'où viennent les malheurs. Alors j'ai pensé à ce mythe dans cette situation appelée l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, suite à tout ce qu'il y a eu comme conséquence dans cette affaire-là. Et dans cette affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, si on le compare à cette histoire, la boîte Pandore, qui, selon vous, est juste Épiméthée et Prométhée dans cette histoire de Sonko et Adji Sarr? Alors, je ne vais pas donner des correspondances, non? Parce que moi, l'idée qui est derrière, c'est le fait d'avoir ouvert la boîte et qui a eu des conséquences énormes. Alors, aujourd'hui, beaucoup de gens l'ont dit, après le verdict, ben, on se dit, mais on est un peu surpris par ce qui a retenu la nation depuis tout ce temps. Et c'est là où les gens commencent à soupçonner que derrière cette affaire de viol, il y avait peut-être des objectifs, des visées politiques. Alors, on est surpris parce que cette affaire a fait beaucoup de dégâts du point de vue économique, beaucoup de dégâts en perte de vie humaine. Et pour que ça finisse comme ça, on est un peu surpris et évidemment désabusé. Et vous pensez que dans cette histoire, l'État aurait pu éviter cela? Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de la boîte de Pandore. Parce que, vous vous souvenez, l'épisode du Corona a mis énormément de pression sur les sociétés, et pas que la société sénégalaise. Les mesures barrières, le couvre-feu, le confinement ont fait que les gens, pendant 1 ou 2 ans, étaient comme en prison. Et donc, il fallait être très attentif parce que n'importe quelle occasion pouvait être une occasion pour faire exploser. Ça ne s'est pas passé qu'ici au Sénégal. On a vu partout, en Chine, en Europe, etc., tout ça, plein d'émeutes autour de Corona. Et si vous avez bien remarqué aussi au Sénégal, c'est cette affaire-là de justice, l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, qui a été l'occasion finalement de balancer les mesures barrières. Et les grandes manifestations, au moment où on n'était pas censé se rapprocher les uns des autres, d'avoir de la distance, les gens se sont mis à manifester en masse contre même les mesures barrières. Et je pense que l'État aurait pu, peut-être tenant compte de ce contexte-là, éviter qu'une telle affaire de justice soit le catalyseur d'une explosion sociale. Voilà, donc c'est là où je dis, il fallait peut-être gérer le problème autrement. Il ne fallait pas ouvrir cette boîte de Pandore. Alors, on a vu les conséquences qu'il y a eu en mars 2021. Voilà. Des conséquences énormes. On n'avait jamais connu un tel degré de violence dans le pays et de généralisation. Il y a eu des violences au Sénégal, il y en a toujours eu, et comme partout. Mais que ce soit pratiquement dans tous les pays que ça explose, on se rend compte que derrière cette affaire, ce n'est pas qu'une affaire entre Ousmane Sonko et Adji Sarr, il y a une affaire d'une volonté sociale, de quelque chose de changement. Et je pense que ça, il fallait le voir, le mesurer et jouer avec. Or, ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas suffisamment tiré les conséquences de mars 2021. Au contraire, les deux camps se sont recroquevillés sur eux-mêmes. L'État s'est mis à montrer qu'il doit être fort, qu'il doit rester fort, qu'il présente les moyens de répression. Et de l'autre côté, l'opposition aussi a continué à camper ses positions. Et donc l'affrontement, en fait, n'a été que différé. Je pense que ce que nous avons vécu en juin ici, dans tout le Sénégal, les événements qui ont fait plus de morts que l'année dernière, montrent que c'est la suite logique de l'affrontement de l'année de 2021, qui n'a pas été bien géré et qui a produit
cette explosion, parce que l'État avait dit cela ne va plus se reproduire. Et là, on a vu que les gens apparemment ont voulu montrer que ça va se reproduire même plus. À travers le défilé du 4 avril. Voilà. Non, pas le défilé du 4 avril aussi, bon, montrer les moyens de répression, moyens énormes pour réprimer les manifestations. Donc on avait l'impression que on n'a pas tiré les conséquences de 2021, on s'est mis à se préparer à un autre affrontement, ce que nous avons vécu, et malheureusement qui a fait énormément de dégâts. Beaucoup de vies humaines ont été perdues, et ça aurait pu être évité. Ça aurait pu être évité au moment où la population souffrait de la guerre Ukraine-Russe. Voilà. Alors, parce que ça, c'est un autre facteur qui va venir aggraver l'événement Covid, la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, qui a fait grimper énormément de produits, notamment le carburant. C'est très important le carburant parce qu'après, tout ce qui est transport augmente. Et donc, quand tout ce qui est transport augmente, presque tous les autres produits augmentent. On a vu les problèmes qu'il y a eu autour de la farine, autour du pain, etc. Tout ça. Et donc, cette crise-là est venue s'ajouter à cette autre crise précédente qui est celle du Covid. Et évidemment, il y a eu un grand mécontentement. Ce qui est dommage, c'est que ce mécontentement-là vient au moment même où l'État a fait énormément d'efforts sur plein de secteurs. Mais aujourd'hui, les gens ne voient pratiquement pas ce qui est fait. Il y a un tel mécontentement que même ce qui est en train d'être fait, on le détruit. Ce qui est quand même paradoxal. Vous ne pensez pas que cela aurait dû être évité si les hommes religieux avaient agi à temps? Oui, alors, là j'y ai parlé un peu dans cet article. Les hommes religieux parlaient à temps, ça veut dire qu'ils auraient pu parler avant la justice. Ce qui, à mon avis, n'est pas très élégant, pas très délicat. Parce qu'il est question d'une accusation de viol. Donc, un religieux, personnellement, j'aurais du mal à donner une position tant que la justice n'a pas dit si oui ou non il y a eu viol. Je respecte la voix de la victime qui accuse l'autre l'avoir violé. Je respecte et que la justice fasse son travail. Maintenant, quand la justice a rendu son verdict, comme religieux, je peux m'exprimer en regrettant ceci ou cela, parce que dans cette affaire, il y a eu énormément d'éléments, on a eu énormément de paroles à tel point qu'on avait du mal à distinguer le vrai du faux. Et le religieux que je suis, on est un peu mal à l'aise dans une situation comme ça de dire une parole. Mais ce qu'on aurait pu dire, ce qui n'est pas tard de dire, personnellement, je pense que c'est à l'État, c'est au président de la République de calmer le jeu. Dans une famille, c'est au chef de famille de calmer les choses. Je pense que le président de la République peut aujourd'hui encore calmer le jeu, mais en même temps, il faudrait que ceux de l'autre bord, l'opposition aussi, reconnaissent leur part dans ce qui est arrivé. Et ça, je l'ai dit dans l'article. Vous avez vu tout ce qu'il y a eu comme conséquences, mais c'est aussi peut-être les conséquences des discours qui sont tenus pendant des années sur la violence verbale. Comment on s'adresse à l'autre. À la nation aussi. Comment on s'adresse à l'autre, la violence verbale, la violence physique. Et qu'on met entre les mains des jeunes des idées qui ne sont pas nécessairement capables de gérer. Autrement, par exemple, je prends un exemple, si on brûle des écoles, si on brûle des magasins, c'est que derrière, ces jeunes-là ont entendu un discours. Et ça, le discours que je ne partage pas, qui est tenu par pas mal de Sénégalais, même d'intellectuels sénégalais, c'est sur l'école. On nous dit que le système scolaire que nous avons, c'est un système copié de la France. Je connais plus ou moins le système français pour avoir étudié en France. Moi, je ne suis pas pour ce point de vue. Je pense que le système que nous avons est un système sénégalais qui est le système des pères fondateurs, des gens comme Senghor, etc., qui avaient voulu faire du Sénégalais un homme ouvert. Vous voyez, dans vos programmes à l'école, on voit énormément de choses. On a sur la Chine, sur la Russie, sur le Japon, sur l'Amérique, etc. Quand vous regardez le programme français, ce n'est pas ça. Le programme français est plus à l'intérieur même de la France. Or, l'étudiant sénégalais ou le jeune sénégalais qui a fait ce parcours dans l'école sénégalaise, finalement a une culture générale tellement vaste que partout où il va dans le monde, il peut être à l'aise parce qu'il sait quelque chose.
Ça, c'est pas un modèle français, c'est un modèle des pères fondateurs. Maintenant, on peut revoir ce modèle, le rediscuter, le mettre à jour, et ajouter de nouveaux éléments, etc., tout ça, plus conforme à notre culture. Bon, d'avoir dit ou d'avoir mis dans la tête des gens, des jeunes, que l'école est une école coloniale, bien évidemment, vous voyez, on détruit tout ce qui est lié à la colonisation. Et que même l'école peut paraître comme un élément de la colonisation. Alors, ce qui serait dommage, parce que si on enlève l'école, est-ce qu'on propose autre chose? Voilà. On a détruit, ici à Ziguinchor, combien d'écoles ont été brûlées systématiquement? Il y a le lycée, voilà, les lycées, je ne sais pas combien de lycées. Lycée Dinago, Périzac, tout ça. On a du mal à redémarrer au moment où on va vers des échéances, les examens et puis les compositions. Donc, la plupart, c'est des directions des écoles qui sont brûlées. Donc, tous les éléments, les dossiers des élèves sont brûlés. Il va falloir que les élèves aillent refaire d'autres dossiers en fin d'année. Ça, c'est vraiment dramatique. Ce qui s'est passé ici à Ziguinchor ou ailleurs, à l'Université de Dakar. Moi, j'ai été écœuré de voir ce qui a été fait des archives de l'Université de Dakar. Des facultés de droit, des facultés de sciences humaines, etc. Tout ça. On a brûlé des archives de plus d'une cinquantaine d'années. C'est-à-dire c'est la mémoire même de l'université qui est brûlée. Alors pourquoi cette violence sur notre patrimoine, sur notre passé? Voilà, donc, dans les débats politiques, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, parce qu'après ça porte du fruit, et un fruit qu'on peut regretter. D'où aussi vous invitez certains dirigeants à revoir leur discours. C'est ça. J'invite les dirigeants à revoir le discours et à se rendre compte qu'on s'adresse parfois à des jeunes qui n'ont pas nécessairement le recul qu'il faut pour comprendre. Pour comprendre quoi? Pour comprendre que tous ces acteurs politiques cherchent une chose, c'est être au pouvoir. Et ça, il ne faut pas que les jeunes l'oublient. On est dans une conquête du pouvoir. Donc les acteurs politiques sont dans une conquête du pouvoir et chacun parle de sorte à arriver à ce pouvoir-là. Et donc, nous, qui ne sommes pas dans cette compétition-là, nous qui écoutons, nous devons prendre la distance pour dire, mais celui-là qui nous parle, c'est parce qu'il veut être président. Donc il ne faut pas prendre exactement ce qu'il dit comme étant. Il faut le mettre en lien avec son projet. Ça nous éviterait de reproduire systématiquement des discours qu'on n'a pas suffisamment pris le temps d'analyser, de travailler. En d'autres, bon, si on parle, par exemple, de la liberté de la parole aussi au niveau du Sénégal, on voit que les gens ont maintenant peur de parler, de peur d'être mis en prison. Quel est votre avis sur ça, sur la liberté de la parole au Sénégal, si c'est à revoir? Voilà. Il y a deux choses. Il y a la liberté de la parole et la liberté de manifester. Je pense que c'est très important. Moi, j'ai travaillé sur le système politique Diola, par exemple, avec le royaume du Souy, etc. Quand vous voyez les Diola aller à une séance de lutte, vous avez l'impression qu'ils vont à la guerre. Ils vont dans un village, ils sont armés, etc. Tout ça, dans la partie du Souy. Mais en réalité, ils sont armés, ils font comme s'ils vont à la guerre, c'est pour ne pas faire la guerre. En réalité. On mime la guerre pour ne pas la faire. Ça veut dire que toute sa violence, on l'exerce à montrer à l'autre qu'on est fort, mais on ne va jamais jusqu'au bout. La preuve, c'est qu'après la lutte, on va se retrouver ensemble pour festoyer, pour manger, boire, etc. C'est la même chose que pour les funérailles. Quand vous voyez les Diola aux funérailles, vous avez l'impression qu'ils sont en guerre. Voilà. Donc, il y a des formes qui servent d'exutoire. Ça veut dire que le lieu où on vient exercer sa force, pour ne pas l'exercer sur quelqu'un. On l'exerce sur un objet. Alors, je pense que les manifestations, la liberté de parole, sont des exutoires qui permettent aux gens de dire ce qu'ils pensent. Si dans une manifestation, on écrit des slogans contre le chef de l'État, contre l'État du Sénégal, etc., tout ça, on exerce sa violence non pas sur eux, mais sur un tableau. Et quand on a fini de manifester, on est content, on est apaisé. On est apaisé parce qu'on a pu parler, parce qu'on a pu libérer la violence qui est en nous. Or, lorsque les gens n'arrivent pas à parler, lorsque les gens n'arrivent pas à manifester, évidemment, c'est la violence qui va exploser au bout d'un certain temps. Et c'est toujours
très négatif. Maintenant, la liberté de manifester, il faut qu'on apprenne aussi à manifester. Est-ce que manifester signifie aller casser les biens? Non. Même pas les biens de l'État, parce que c'est nos propres biens. Même pas les biens des privés, hein, parce que c'est des biens qui font vivre d'autres. Qu'on manifeste de façon civilisée, de façon digne, voilà, mais qu'on montre que la manifestation, c'est la voie qui m'est donnée pour exercer, pour sortir toute la violence qui est en moi. D'où aussi, voilà, vous appelez aussi les dirigeants parce qu'on a entendu par les propos du président Macky Sall, force restera à la loi, et ça frustre aussi la population. Est-ce que vous n'allez pas aussi, en tant que chef religieux aussi, l'inviter aussi à revoir un peu ses discours? Alors, force restera à la loi, je comprends tout à fait ce langage-là. Je comprends parce que c'est l'État qui garantit la sécurité. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'occasion des manifestations, quand il n'y avait pratiquement plus de policiers, c'était l'anarchie. Des barrages, on ne pouvait pas circuler, etc. Tout ça, et ça nous a fait sentir qu'est-ce que l'absence d'un État fort. Voilà. Quand il y a un État fort, c'est chacun, c'est tout le monde qui est en sécurité, parce que si tu te déplaces entre Brin et Ziguinchor, tu es sûr qu'il y a des forces de l'ordre qui peuvent garantir ta sécurité s'il y a problème. Or, si ces forces-là disparaissent, voilà, si l'État n'est pas fort, évidemment, ça fait des ordres. Maintenant, en fait, le problème des forces restera à la loi dans ce contexte-là, ce n'était pas très adapté. On aurait pu trouver d'autres mots plus doux pour éviter d'envenimer la situation. Or, dans ce cas de figure, force restera à la loi, ou l'État restera fort, n'a fait que renforcer l'autre camp et braquer davantage l'autre camp. Ça, c'était la communication politique qu'il fallait peut-être, avec des termes plus doux, en mesurant ce qui peut arriver en termes de violence et qui serait toujours contre nous-mêmes, parce que ceux qui sont morts, c'est nos frères. Voilà. C'est des frères qui se sont tués entre eux. Ce qui a été détruit, c'est nos biens. Vraiment, je pense que la communication aurait pu être gérée autrement. Voilà, la communication, elle est très importante. Je vous rappelle que vous êtes sur la Kasumai TV. Alors aujourd'hui, nous avons comme invité l'abbé Jean-Baptiste Walter Manga, qui est un prêtre ici au niveau de Brin, et aussi qui est un professeur en théologie. Avec lui, nous parlons de la boîte de Pandore, un extrait qu'il avait diffusé ces temps-ci et qui avait fait un peu le tour des réseaux sociaux. Abbé, nous sommes dans un moment de crise, et pour apaiser la situation, quel appel faites-vous aussi à la population et aussi à nos autorités qui dirigent ce pays, le Sénégal? Alors, le premier appel, c'est à l'endroit des responsables, d'abord du président de la République, l'État, de dire, bon, il y a déjà eu beaucoup de morts, trouvons un moyen d'apaiser la tension, que la paix sociale revienne. L'hivernage, on a les premières pluies, voilà, les paysans doivent aller travailler, voilà, et que tout cela puisse se faire. Deuxième chose, c'est par rapport au bien. Quand vous regardez bien, il y a eu énormément de choses, énormément d'avancées dans notre pays. Et beaucoup de choses qui ont été faites. Il ne faut pas qu'on soit pressé. Un pays ne se développe pas du jour au lendemain. Considérons déjà ce qui a été fait. Par tous les présidents qui se sont succédés. Bon, Senghor a fait ce qu'il a pu, Diouf a fait ce qu'il a pu, Wade a fait ce qu'il a pu. Vous voyez, même en termes de circulation, les autoroutes avec Wade. Et ensuite, Macky Sall a fait ce qu'il a pu. Il a fait beaucoup de choses, etc. Tout ça. Alors, moi, ce qui me chagrine, c'est que tout cela, tout ce qui a été fait, ne soit pas finalement visible. Et que les gens ne considèrent que ce que nous sommes en train de vivre. Ça, ce serait vraiment dommage comme bilan. Et je pense que c'est au président de la République lui-même de sauver cet aspect de tout ce qu'il a eu à faire. Et que finalement, malheureusement, que les gens sont en train de saccager à l'occasion de ces manifestations, je trouve très déplorable. Et l'appel par rapport à la population, c'est vraiment d'éviter ces casses. Et le religieux que je suis, ben, c'est d'inviter tous les autres, les religieux, tout comme tous les fidèles, à la prière aussi. Nous sommes des croyants. Prier pour notre pays, je pense que c'est important pour que la paix revienne dans les cœurs. Il faut déjà que la paix revienne dans les cœurs
et que revenant dans les cœurs, il pourra revenir dans notre espace, dans notre pays. Voilà, prière pour tout le Sénégal, chers fidèles, chers téléspectateurs de la Kasumai TV. Nous vous invitons à beaucoup prier pour le Sénégal, pour que le Sénégal retrouve le calme, la paix qu'on avait toujours connu aussi et que aussi nos ancêtres nous ont légué. Je pense qu'on est rattrapé par le temps. C'est la fin de cette émission. Je vais laisser l'opportunité à notre invité de se représenter. Voilà, l'abbé Jean-Baptiste Walter Manga, prêtre du diocèse de Ziguinchor, professeur d'anthropologie au Grand Séminaire de Brin et à l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Merci beaucoup, l'abbé Jean-Baptiste Walter Manga. Je vous rappelle que c'était le curé de la paroisse Saint-Benoît de Némad. Voilà, dont j'étais le fidèle. Je suis toujours le sacré-saint. J'ai de très beaux souvenirs de cette paroisse Saint-Benoît de Némad de Ziguinchor. Voilà, il n'y a que la paix qui nous garantit cela, cette liberté de parler ainsi, de vivre en joie. Donc, chers téléspectateurs, pensons à la paix avant de détruire quoi que ce soit. Et pensons aussi aux conséquences en détruisant aussi les établissements ou bien les lycées et collèges. Parce que je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'autorités qui sont dans ce pays-là et que leurs enfants n'étudient pas dans ces lycées. Donc c'est après nous qui allons payer les pots cassés. Donc il faudra aussi penser à cela. À Ziguinchor, il n'y a pas beaucoup d'établissements, surtout des établissements de formation professionnelle. Quand je vois l'image de l'ISEC qui a été brûlée, saccagée, donc ça me fait peur. Et il n'y a qu'à Ziguinchor, il n'y a que l'ISEC aussi qui dispense aussi des cours en journalisme de communication. Donc pensons aussi à nos petits frères et petites sœurs de ne pas aussi mener le combat là où il ne doit pas être. Et prions tous que le Sénégal retrouve la paix, la tranquillité, sa stabilité. Et sur ce, je vous souhaite en avance aussi une bonne fête de la Tabaski à tous nos voisins musulmans. Mais aussi, si vous avez aussi des voisins musulmans qui vous voulez souhaiter aussi une bonne fête de la Tabaski. Voilà, c'est vrai que nos frères musulmans se préparent à cette fête de l'Aïd el-Kébir, donc la Tabaski. Je leur souhaite vraiment une bonne fête et que leurs prières, unies à nos prières, qui sont chrétiens ou nos frères de la religion traditionnelle, que toutes ces prières-là puissent être accueillies par Dieu pour nous donner la paix. Merci Abbé, je pense qu'on va se donner rendez-vous une autre fois. On va revenir au séminaire de Brin pour parler spécialement du séminaire de Brin. Ainsi, je vous donne rendez-vous très prochainement et merci d'avoir suivi la Kasumai TV. Namomoto yali, enanga panjegera.